bonsoir. Face à l'actu, revient sur les temps forts de l'actualité de la semaine, tels que rapportés par la rédaction de STV et quelques sujets ont intéressé nos téléspectateurs. D'abord, l'augmentation des frais de la CNI à la suite d'une ordonnance signée par le président de la République. La question des faux diplômes détectés au niveau des forces de défense et de sécurité à travers le concours d'accès à cette entité militaire. La réunion, ou du moins la rencontre entre les responsables de la Caisse des dépôts et consignations et la Société Générale Cameroun qui a décidé de faire le transfert des fonds. L'arrivée du SAMU à l'hôpital Lakentini, ou du moins dans la ville de Douala. Une initiative de la ville à travers l'hôpital Lakentini, l'athlétisme et la journée internationale de la musique. Voilà quelques faits que nous allons reparcourir ce dimanche, mais davantage, le fil conducteur de cette émission va essayer de nous faire comprendre les contours de ces accidents que nous sommes nombreux à observer sur nos routes. Les routes départementales, nationales et puis même en deçà, l'état des routes, l'état des équipements, l'état du parc automobile national, quels sont les facteurs qui contribuent fatalement à causer autant de morts ou autant d'accidents sur nos routes. On a un expert ce dimanche qui va nous accompagner dans l'analyse. Il s'agit de Isidore Kahé Fekou. Il est, entre autres, un responsable au niveau de Cameroun General Concepts. Il en est d'ailleurs le principal directeur général. Consultant en sécurité routière. Il parle des questions d'équipement de sécurité routière. Avec nous ce soir, donc, on va essayer de dépouiller toute cette actualité. Bonsoir, Président. Bonsoir, Monsieur Dipita, et merci de m'avoir invité. J'en profite pour passer mes sincères salutations à Sa Majesté Fortune Prince Alain, chef supérieur du groupement Bangam, qui nous regarde en ce moment. C'est vrai que nous sommes très attachés à l'actualité de la sécurité routière. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués aux dédicaces dans cette émission, mais bon, cela dit. Alors, vous êtes par ailleurs auteur de l'œuvre La rue pour tous, sécurité routière et cohabitation sur la voie publique au-delà des conflits d'usage. C'est un livre édité en 2017 qui revient sur toutes ces problématiques. Qui revient sur toutes les problématiques liées à l'environnement des équipements et de la mobilité dans notre pays, suivant les contextes et les synthèses. Je rappelle que vous avez très souvent été associé par les pouvoirs publics pour apporter votre contribution et faire des études. Oui, par le passé, il y a quelques années que j'ai créé l'association Pyramide, qui est une association qui fait dans la prévention et sécurité routière, qui mène des actions communes sur le terrain et organise également des forums de formation sur les équipements de la route. Antérieurement, les autres ministres des Transports qui sont passés avant le ministre Ngalé nous sollicitaient chaque fois que possible pour avoir des avis sur comment faire pour pouvoir réduire le mal qui mine nos routes, le mal qui décime nos populations. Alors, je peux dire quelque chose qui est anodine, c'est que depuis que l'actuel ministre des Transports est là, il n'a plus jamais fait appel aux associations comme par le passé pour pouvoir pousser le pion et mener la lutte plus profonde. Vous savez, en matière de lutte contre les accidents de la route, les campagnes de sensibilisation de proximité sont celles qui sont mieux adaptées et doivent être outillées et accompagnées par le pouvoir public pour pouvoir mener à bien une lutte sereine contre les accidents de la route. Si nous prenons par exemple le cas de la lutte contre le sida, dont le ministère de la Santé s'était impliqué profondément à travers des associations ONG, aujourd'hui on n'en parle plus trop du sida. Mais à la décharge peut-être du ministre, mais je veux dire que vous avez été associé peut-être avec les anciens ministres aussi tout au long de cette période-là. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique qu'on a toujours autant de dégâts sur les routes si les experts, le gouvernement, tous se mettent ensemble, les partenaires, tous se mettent ensemble, mais tous pour toujours aboutir pratiquement au même résultat? Bon, Monsieur Dipita, au Cameroun, l'autre problème qui gêne un peu, c'est qu'il y a plusieurs institutions étatiques
qui mène la lutte, c'est-à-dire elle n'est pas coordonnée. Vous avez d'une part la gendarmerie, vous avez de l'autre côté le ministère des Travaux publics, vous avez de l'autre part le ministère des Transports également. Ah, il y a les travaux publics aussi? Oui, oui, oui. Et vous avez de l'autre côté le ministère de l'Habitat aussi qui joue un autre rôle. Bon, là, quand on arrivera sur le point des infrastructures, on pourra en parler. Mais cependant, vous savez, pour à mieux mener une lutte contre les insécurités routières, l'Organisation des Nations Unies Sécurité routière, pour la décennie d'action qui avait d'abord démarré de 2010 à 2020 et qui a été prorogée jusqu'en 2030, avait élaboré 5 piliers de lutte contre les insécurités routières. Et parmi les 5 piliers, on avait d'abord le premier pilier qui est la sensibilisation à la sécurité routière. Vous avez le deuxième pilier qui concerne les infrastructures de sécurité routière. Vous avez le troisième pilier qui concerne l'automobile en elle-même, comment elle sera fabriquée et quel cadre sécuritaire impliqué l'auto en elle-même. Vous avez le cinquième pilier qui est celui des soins post-accident. Alors, c'est un ensemble des éléments qui constituent celle qui, globalement, doit interpeller non seulement les pouvoirs étatiques, non seulement le ministère des Transports elle-même, qui est l'acteur même principal de la lutte contre les accidents de la route. Or, vous allez remarquer que de nos jours, les actions menées par le ministère des Transports restent largement insuffisantes pour mener à bien la lutte. C'est vrai, on va évoquer que les facteurs clés des accidents de la route impliquent à 70% le facteur humain. Alors, M. Dipita, de l'autre part, on parle aussi des facteurs infrastructurels. Mais si on parle des facteurs humains, c'est l'homme qui reste au centre de cet ensemble, que ce soit même pour l'automobile. Parce que s'il faut entretenir les routes, c'est le devoir de l'homme. S'il faut entretenir l'automobile qui va emprunter les routes, c'est le devoir de l'homme. Et pour la conduite automobile, c'est toujours l'homme qui reste au centre. Ça veut dire, a priori, on finit à 100%, l'homme reste au cœur des accidents de la route. Puisque les chiffres le démontrent, la plupart des personnes qui décèdent sur la route sont plus les jeunes, de 18 à 29 ans. Et c'est gênant. Qu'est-ce qu'il faut l'expliquer? Ce qu'il faut l'expliquer, c'est le problème aussi peut relever de la formation à la conduite automobile dans notre système éducatif surtout. Si nous prenons l'exemple de l'Union européenne ou cas de la France, à la conduite automobile, pour entrer dans une école de conduite automobile, vous devrez disposer d'une attestation de sécurité routière ou d'une attestation de sécurité, d'une attestation scolaire de sécurité routière qui s'obtient pendant que vous êtes au lycée ou au collège. Et avec cette attestation, vous entrez à l'école d'apprentissage à la conduite automobile. Parce que la formation à la sécurité routière relève d'une autre pan et qui comporte des théories qui n'est pas enseignées à la conduite automobile. Ce qui veut dire que l'homme doit apprendre à mesurer les risques auxquels elle peut encourir sur la route s'il effectue de la vitesse ou bien si une autre personne voudrait faire de la vitesse. Il faudrait bien qu'il sache ce qui peut lui arriver. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on ait des morts comme on le compte sur nos routes, puisque les chiffres le démontrent, en 2021, le Cameroun enregistrait 3000 morts. Alors, pour revenir en arrière, le 22 août 2018, M. Jean Todt était au Cameroun et qui avait été accueilli pour remettre... Jean Todt qui était le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies pour la sécurité routière, pour remettre cette étude d'évaluation de performance à l'État du Cameroun, qui dans cette évaluation de performance relevait que le Cameroun faisait 6000 morts sur nos routes. Par an? Oui. Vous voyez bien là, que... on est en 2018. Là, nous sommes en 2018. Et que les études avaient été faites antérieurement, c'est-à-dire les années écoulées. Alors, si on fait 6000 morts sur nos routes, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème peut relever du bout que nous avons un parc automobile les plus faibles du monde. Ça veut dire l'Afrique en général a un parc automobile très faible, y compris le Cameroun. Alors, si nous avons un parc automobile les plus faibles, il est inadmissible que nous enregistrions autant de morts sur nos routes.
Pourtant, si nous poussons le bouchon plus loin dans le cadre de la sensibilisation et de la formation, on aurait moins de 100 morts. Quelle peut être la capacité du parc automobile du Cameroun et quelle est la quantité en tant que telle qu'on a? Aujourd'hui, les chiffres ne donnent pas la réalité approximative puisque le comptage n'est pas fait, donc je ne pourrais pas vous donner des chiffres au niveau du parc qui soient biaisés, qui peut rentrer aussi dans le même fond. Où lorsqu'il y a un accident, il y a 10 morts et les chiffres sont biaisés. Parce qu'en fait, je voudrais relever un point, lorsqu'il y a un accident, sur place qu'on compte 10 morts, il faut encore relever que le ministère oublie de compter des morts avant 30 jours après l'accident. Parce que l'ONU recommande de compter les autres victimes qui décèdent avant 30 jours, même s'ils sont dans un centre hospitalier, ils sont comptés comme des victimes d'accident. Parce que si on prend un cas patent de celui de janvier 2021 à la falaise de Tchang, où on a enregistré 55 morts sur la route, oui, il faut bien noter, bien après, on a fini par avoir 62 morts, parce qu'il y a des gens qui sont décédés à l'hôpital plusieurs jours après. Et ce sont des choses à relever, qui ne doivent pas être négligées. Tout cela doit être pris en compte pour que le public s'en saisisse du nombre et du chiffre réel des décédés sur la route et des blessés sur la route, qui doit consciencieusement toucher l'automobiliste ou le public lorsqu'ils doivent prendre la route, de faire très attention, de changer d'habitude, de changer d'aptitude, d'adopter la bonne conduite. D'accord, on va prendre le premier reportage et puis derrière on va essayer donc de faire une évaluation de l'état des infrastructures et puis progressivement l'état de la formation. Tout à fait. Et puis qui c'est peut-être le facteur humain, les éléments qui sont souvent la cause de ces accidents de la route et puis derrière interroger les responsabilités et dégager peut-être les solutions. Tout à fait. Ok. Parlons de cette carte nationale d'identité dont les prix explosent en matière de confection. Désormais, suite à une ordonnance du président de la République, la confection de la carte d'identité revient à 15 500 francs CFA. Léla Renganze nous en parle dans ce reportage. Augmentation des frais pour la carte nationale d'identité. Il faut désormais débourser 15 500 francs CFA pour établir le document. La procédure connaît un resserrement de plus de 25%, avec le timbre fiscal passé de 2 800 francs CFA à 10 000 francs, selon une ordonnance du président de la République, rendue publique ce 20 juin, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2024. Aux 10 000 francs, il faut ajouter 3 500 francs CFA pour le certificat de nationalité et 2 000 francs pour la copie certifiée de l'acte de naissance. Les Camerounais sont aux abois. Le pays est dur, tout va mal, les choses sont chères et on demande encore le prix de la scène. Un truc qui est d'abord dur pour sortir. Donc. En fait, j'ai reçu cette information, mais je me suis dit dans un premier temps que c'était un fake. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, vous vous présentez devant moi, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Vraiment, je suis désolé, dans un pays où quand il y a une augmentation, tout ce qu'on peut voir au niveau de la bourse, pour dire au niveau du salaire, c'est une augmentation de 5%. Quand on veut augmenter quelque chose, c'est peut-être x5. Je ne comprends pas comment est-ce que quand on veut faire l'augmentation peut-être de salaire, on ne peut pas faire peut-être augmentation moitié de base salariale. C'est peut-être 5% de base salariale, ça représente quoi? Ça c'est pour associer les gens. Si la raison c'est pour que ça sorte, moi je ne vois vraiment pas... en fait, c'est pas rationnel la raison. Ça veut dire que ça ne sortait pas parce que c'était 3500 qu'on essaie de nous expliquer. Ça veut dire que ça ne sort pas parce que c'était 3500. Ça veut dire que, ok, si on passe même la carte d'identité à 25 minutes, ça va sortir à l'instant que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on soit un peu rationnel dans le raisonnement dans ce pays. De toutes les façons, nous sommes dépassés. Nous sommes débordés. Cette nouvelle augmentation arrive dans un contexte d'inflation généralisée décriée par la population. 2023, augmentation du prix des carburants à la pompe, le transport suivra, les denrées alimentaires et même le prix du timbre fiscal. 2024, nouvelle augmentation au début d'année du prix du carburant. Et 6 mois plus tard, pas le temps de souffler, c'est le prix pour l'établissement de la CNI qui croît.
Nous sommes dans un pays où on a une politique de on va faire comment, on ne va que faire avec. C'est ce qu'on a l'habitude de faire et on plie la queue et on fait avec. Bon, ce qui est déplorable est qu'on est toujours en train de nous faire des augmentations sans les moyens d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement n'a été prise. Le Camerounais moyen, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de cette pièce, c'est une pièce primordiale. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre comme d'habitude. Il va se battre comme d'habitude et aller faire. Donc, ça va sortir, on l'espère bien. Mais vraiment, de grâce que le gouvernement essaye de revoir certaines mesures pour le Camerounais moyen. Celui-là qui ne parvient pas à manger 2 fois par jour. C'est vraiment déplorable, mais on va faire avec comme on a l'habitude de le faire. Selon des sources, ces fonds supplémentaires permettront d'améliorer l'efficacité et la sécurité dans le processus d'émission des CNI, processus déjà décrié par les Camerounais. Je trouve que le taux est fort pour le Camerounais moyen qui ne parvient pas à se nourrir 3 fois par jour. Mais si ça peut être effectif et que ça sort en 48 heures, on va se battre pour pouvoir obtenir sa CNI. Ce qu'il est au Cameroun en cette période sans CNI, c'est quelque chose de pas très prudent. Donc c'est élevé, mais on va se battre pour pouvoir obtenir. C'est une très bonne initiative s'ils parviennent vraiment à nous procurer parce que vraiment nombreux souffrent vraiment. Donc même s'il y a hausse des prix et que vraiment nous puissions avoir vraiment ces CNI, moi je ne trouve pas ça autrement. Je vois que c'est une très bonne initiative. Notons que le prix d'établissement de la CNI n'est pas le seul à connaître une hausse. Entre le droit de timbre pour les visas étrangers et les cartes consulaires, ce sont au total 17 articles qui ont subi des modifications. Conséquence, le budget de l'État du Cameroun passe de 6 740,1 milliards de francs CFA à 7 278,1 milliards de francs CFA en 2024. Voilà pour ce qui est de la carte nationale d'identité. Revenons donc sur le plateau avec notre invité de ce dimanche. Alors, dites-nous, parlons un peu de l'état de l'infrastructure en ce moment en termes de route, en termes de catégorisation. D'abord, comment est-ce que c'est catégorisé? Qui est responsable de quoi en termes de comment on dit, conception, entretien, réflexion et tout le reste. Et qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait par exemple de conflit de compétences lorsqu'il y a une route qui se dégrade, on entend dire c'est la mairie, c'est la région, c'est le ministère et ainsi de suite. Bon, déjà au Cameroun, les routes sont classifiées en 3 catégories. On peut parler de NRD. Bon, on peut ajouter C également, puisqu'on va parler des routes nationales, des routes régionales. National N, régional N, R, et puis des routes régionales R, des routes départementales D et des routes communales C. Bon, en d'autres termes, à ma façon de voir, on aurait pu dissoudre les routes régionales et maintenir les routes départementales. Parce qu'en fait, les routes nationales relient déjà les régions. Or, les routes départementales vont d'un département à l'autre, même s'ils sortent de la région. Et là, les routes communales, celles qui restent dans les communes. Le Cameroun dispose environ 121 788 km du réseau routier, dont 10 285 km de routes bitumées, pour environ 5 800 km de routes nationales, parce que les routes nationales sont bitumées. Là, juste à côté, on a environ 108 km d'autoroutes, parce qu'on a 3 autoroutes au Cameroun à l'heure actuelle. Nous avons la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, qui se limite aux environs de Bouniébel à Bibodi, qui fait 56 km. Nous avons l'autoroute Yaoundé-Simalène, qui fait 11 km. Et nous avons l'autoroute Kribi-Lolabé, qui fait 37 km. Et face à toutes ces routes, et s'il faut revenir dans l'ensemble du réseau routier camerounais, les infrastructures nouvellement construites répondent aux critères de mobilité.
Et d'autres routes récemment réhabilitées également répondent aux critères de mobilité en ce qui concerne le désenclavement du bassin agricole et également pour l'écoulement des produits intérieurs et même hors du pays. Mais cependant, on a d'autres routes qui sont vraiment en état de délabrement avancé. Et il n'y a pas que la RN5, Bekoko-Banjoun. Nous avons aussi la route Yaoundé-Douala-Idinao. Parce que déjà, le tronçon Douala-Limbe-Idinao, il n'y a même pas une seule plaque de signalisation. Il n'y a même pas de marquage horizontal. Pour ne aller que sur d'autres tronçons de la RN3 pour Yaoundé-Douala, d'autres zones n'ont pas de signalisation horizontale. Alors pour le cas de la RN5, c'est une route vraiment à refaire. C'est bien vrai. C'est-à-dire Yaoundé-Bafoussam. Oui, Bekoko-Banjoun. Ouais. Puisqu'il commence à Bekoko et se termine à l'échangeur de Banjoun. Oui. Le ministère des Travaux publics a entrepris les travaux d'entretien routier, comme on le dit. L'entretien est déjà fait actuellement entre Banjoun et le péage de Banja. Oui, cette méthode d'entretien, elle est bonne. Sauf que le reste, il faut que l'entreprise qui est à pied d'œuvre accélère les travaux. Autrement dit, on va continuer à enregistrer les accidents de ces routes. Et comme vous le disiez, dans le cas de l'entretien routier, il existe le fonds routier qui a pour mission l'entretien des routes, l'entretien périodique des routes et puis également la réhabilitation et également le cantonnage. Mais il faut noter bien que le fonds routier a pour tutelle le ministère des Travaux publics. Parce que tout tourne toujours autour du ministère des Travaux publics. On ne peut pas s'éloigner de là. C'est l'ingénieur de l'État qui est chargé d'implémenter les infrastructures dans notre pays. Sauf qu'à côté de cet ingénieur, il y a un autre second ingénieur, qui est le ministère de l'Habitat, qui aménage les routes en zone urbaine. Et c'est d'ailleurs le ministère de l'Habitat qui a construit l'autoroute Yaoundé-Simalène. Donc c'est ça la problématique où il y a deux institutions qui se bataillent, qui se marchent sur les pieds pour la construction des routes dans notre pays. Alors, au regard des normes internationales, est-ce que nos routes correspondent à ce qui est défini sur le plan normatif? Oui, M. Dipita, en ce qui concerne les normes sur les dimensionnements des routes nationales, c'est la norme internationale qui est appliquée. La largeur de 7 mètres. Les gens contestent chaque fois toujours, ce sont des pistes. Je dis non, c'est la conception des routes nationales. Si des gens veulent avoir des routes qui sont assez plus larges de 15 voire 20 mètres, qu'on attend juste la construction de l'autoroute. C'est là où il y a plus de largeur. Mais il faut savoir que sur chaque route, il y a un couloir où chaque véhicule est destiné à rester pour rouler, suivant le marquage horizontal. On ne saurait construire une route assez large de 7 mètres uniquement pour qu'un seul véhicule soit au milieu. C'est de gros budget qui sera investi. Est-ce que cet automobiliste va payer un péage assez coûteux pour rouler sur ce type de route? Alors, mais les critiques qu'on entend souvent, parce que je présume que quand vous dites que les routes sont aux normes, par exemple celle de Douala-Yaoundé, pour ne prendre que celle-là, la critique c'est qu'on dit qu'en termes de volume, de capacité justement des voitures qui circulent, il y a un souci. Limitation de vitesse, nombre, poids et autres, ce qui expliquerait peut-être aussi, en dehors du facteur humain, les accidents dont on peut constater les dégâts. Monsieur Dipita, les routes nationales ont des limitations de vitesse bien régulées. Il est de 110 km/h pour les véhicules de tourisme, 90 km/h pour les transports en commun et 60 km/h pour les transports de marchandises. Pour l'exemple de la route Yaoundé-Douala, nos routes déjà en général sont conçues pour certaines charges depuis la fondation de la route. La route est faite pour certaines charges.
Mais il arrive bien que la route, par exemple, de Yaoundé-Douala ne supporte plus le poids des différents camions qui traversent le pays jusqu'au Tchad, le corridor Tchad et le corridor et dessert toute l'Afrique centrale, puisque Tchad, avec Gabon, tout ce qui sort du port de Douala exactement, doit emprunter cette voie. Donc du coup, avec le trafic dense, la chaussée, par endroits, arrive à s'affaisser. Quitte maintenant à ce que l'ingénieur, qui est l'État, se mobilise et trouve encore des techniciens chevronnés pour une bonne conception de la route qui va résister pour un certain temps. Parce qu'en temps, a priori, les routes sont conçues pour un certain nombre d'années. Il y a des routes qui sont conçues pour 10 ans de vie. Il y a des routes qui sont conçues pour 20 ans de vie. Il y a des routes qui sont conçues pour 50 ans de vie. C'est maintenant à l'ingénieur qui est l'État de définir quel est le critère des routes dont il a besoin pour le service de ces populations par rapport au trafic et aux différentes marchandises qui vont passer par ces différentes voies. Alors, pour ce qui est de la mobilité sur la route Yaoundé-Douala, comme vous l'évoquiez, le problème avec les usagers de la route, c'est celui du respect du code de la route. Lorsqu'elle existe, même si elle n'existe pas et que la route est en piteux état, comme la nationale 5, il faut adapter sa vitesse aux conditions et à l'état de la route. Je rappelle que nationale 5, c'est, vous l'avez dit, Bekoko Banjoun. Banjoun et puis Yaoundé Bafoussam, c'est la N4. Ah d'accord, ok. Qui va de l'échangeur Obala à Bafoussam. Okay. Parce que de Yaoundé à l'échangeur Obala, c'est la nationale numéro 1 qui continue de l'autre côté pour arriver à Maroua Pousseri. Oui. Donc, comme je le disais, pour le respect du code de la route des usagers, c'est que beaucoup, comme vous avez vu le dernier communiqué du ministre des Transports sanctionnant 10 automobilistes pour avoir fait le chevauchement de la ligne continue. Suspension de permis de conduire. Oui, parce que la ligne continue, c'est l'interdiction de dépasser. Et sur la route Yaoundé-Douala, il existe de la signalisation verticale et par endroit de la signalisation horizontale. Et lorsqu'il y a de la signalisation verticale, l'automobiliste doit respecter le signal qui est sur le panneau pour ne pas se faire amender. C'est ça la problématique. Et d'où ce non-respect de la signalisation est souvent cause d'accidents de la route, surtout dans les dépassements. Parce que l'autre première cause d'accident de la route est due à la vitesse pendant le dépassement. C'est la vitesse pendant le dépassement. C'est l'une des causes d'accident sur nos routes, cause majeure. Ensuite, on a la fatigue qui conduit à la somnolence. Ce sont des facteurs principales causes d'accident de la route. C'est pour cela, depuis quelques années, les chiffres ont baissé, mais pas assez considérables. Parce que jusqu'ici, nous dépassons les chiffres de plus de 1000 morts sur nos routes, sans compter des milliers de traumatismes et de blessés. Et les conséquences sont dramatiques pour les familles. Les conséquences sont dramatiques. Ce qui coûte cher à l'État du Cameroun, absolument, qui est chiffré à plus de 200 milliards. Vous comprenez, 200 milliards, qui est de l'argent qui aurait pu servir à entretenir mieux les routes pour éviter encore qu'il y ait d'autres accidents. Mais chaque année, nous perdons plus de 200 milliards à l'économie camerounaise dans son ensemble. Autre chose que les gens ne savent pas, c'est que lorsqu'une personne décède sur la route, il coûte également cher aux contribuables. Les gens pensent toujours que quand une personne décède dans un accident, il est juste la perte de la famille. Non. Il est la perte du pays tout entier. Ce qu'il contribue à la construction de la nation, le salaire qui devait lui permettre de nourrir toute une famille, les impôts qu'il payait à l'État qui devaient contribuer à l'investissement public et au développement, tout ça s'envole. C'est ça la problématique dans notre environnement. Alors l'autre question que l'on peut associer à cette thématique sont les questions de sécurité routière maintenant. Qu'en est-il exactement? De quoi il en ressort?
Ce qui en ressort de la sécurité routière, c'est-à-dire s'il faut parler de la prévention. Et comme le ministre des Transports a lancé le 5 juin dernier jusqu'en septembre la campagne de sécurité routière. Monsieur Dipita, les gens du ministère se moquent souvent de moi ou bien certaines personnes parce que je dis toujours la sensibilisation à la sécurité routière devrait être permanente. Elle ne devrait pas avoir de date. Parce qu'à tout moment, on meurt sur les routes. Chaque jour qui passe au Cameroun, 10 personnes décèdent sur l'ensemble du réseau routier national. 10 personnes. Le chiffre est énorme. Puisque de nos jours, c'est capitalisé au plan mondial. 7000 personnes décèdent sur les routes à travers le monde. Ce qui fait dans l'ensemble de 1,6 million de morts chaque année sur les routes à travers le monde. Alors, pour revenir sur le cas du Cameroun, la campagne ne devrait pas être périodique. La campagne doit être permanente. Et pour qu'elle soit permanente et accrue, et que les personnes soient touchées de partout dans le pays, j'invite le ministère des Transports à associer les associations et les ONG dans la lutte contre les accidents de la route. Seuls les gilets orange que le ministère des Transports envoie sur le terrain ne peuvent pas mener à bien la lutte. D'autant plus que leur rôle sur nos différentes routes nationales est réservé juste pour les contrôles répressifs. On ne peut pas faire de la répression sans avoir sensibilisé. Il faut sensibiliser davantage. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter. Ça doit être chaque jour. Et juste à côté, on peut faire de la répression. Mais pas seulement faire de la répression sans sensibiliser. Parce que beaucoup de gens ne savent pas toujours leur rôle et leurs droits en ce qui concerne déjà même le code de la route. Beaucoup ne savent pas que l'article 51 du code de la route recommande le port de la ceinture de sécurité obligatoire dans les véhicules. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Pour tous les passagers, il faut le préciser. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incongru dans le code communautaire CEMAC. L'article 51 exige le port de la ceinture uniquement à l'avant. J'ai invité le député Malomba, que lui avais passé un message, et avec mon collègue Marcia Missimikin, de voir dans quel contexte améliorer encore le code CEMAC pour que la ceinture soit obligatoire sur l'ensemble des sièges. C'est pour cela dans les autobus, la ceinture ne peut pas être portée. Pour les passagers. Oui. Non seulement elle est facultative, nous avons des bus de transport en commun dont les sièges à l'arrière sont des sièges pour les autobus scolaires. Des adultes comme toi et moi ne pouvons pas rester assis sur un siège 3 personnes et être attachés parce qu'elle est déjà très réduite. Ce sont des sièges pour les bus pour transport scolaire. Les bus interurbains devraient avoir des sièges confortables pour adultes, c'est-à-dire soit 2 par rangée, pour que chaque personne puisse être bien attachée et voyager tout aisément dans les conditions sur les 200 ou 300 ou 400 km destinés qui traversent le pays en tout confort. Et en termes de dispositifs, quel est le dispositif de sécurité routière que l'on peut retrouver sur nos routes et comment l'observer? Là, les dispositifs de sécurité routière sur les routes, nous avons ce qu'on peut appeler déjà les équipements de sécurité routière. D'accord. Qui peut être la matérialisation horizontale, les signaux verticaux et les glissières de sécurité. Quand on parle de glissières de sécurité, on parlera également des DBA et des GBA. Ceux-ci sont faits en béton. DBA, GBA, c'est-à-dire? C'est-à-dire DBA, c'est double béton adhérence. Okay. Et GBA, c'est glissière à béton armé. Okay. Oui. On les trouve par exemple à la falaise de Tchang. Des DBA ont été posés à cet endroit depuis l'accident de 2021.
Mais il faut bien comprendre que les glissières DBA qui ont été posées à la falaise de Tchang répondent aux critères de performance de niveau 2. C'est-à-dire? Or, la falaise étant un point noir, comme les gens n'aiment pas bien le dire, parce que c'est une zone dangereuse, et les camions ont l'habitude de décrocher à cet endroit. Les glissières ou bien les DBA de niveau 2 ont pour rétention des véhicules de moins de 12 tonnes. Or, au niveau de la falaise, il faut les H4A ou les H4B, niveau 4, dont des glissières qui retiennent à plus de 38 tonnes. Or, à cet endroit, comme les camions aiment bien emprunter cette voie, vous verrez bien que s'il y a décrochage ou bien s'il perd les systèmes de freinage et qu'il arrive à percuter une glissière, il va passer de travers. Or, avec les glissières, vous allez remarquer qu'à certaines routes à travers le pays, comme la falaise de B, ou le col Batier, qui d'ailleurs n'a jamais connu de glissière de sécurité. Vous dérapez au col Batier, les vallées de col Batier des deux côtés sont jonchées d'épaves de véhicules. Lorsque vous sortez de là, c'est la mort assurée. Vous ne pouvez pas survivre. D'accord, prenons le second reportage de ce dimanche, de cette émission, pour voir un peu ce qu'on a fait tout au long de la semaine. Il s'agit cette fois-là des faux diplômes recensés au niveau des concours d'accès aux forces de défense et de sécurité. Un assainissement opéré par le ministère de la Défense. Environ 1312 faux diplômes ont été donc découverts. Reportage. 2022, un ménage effectué dans l'armée camerounaise permet de radier des effectifs 929 personnels, soit 8 élèves officiers, 43 élèves sous-officiers et 898 recrues écartés pour faux diplômes. En 2024, la situation se dégrade. 1312 faux diplômes sont détectés lors du recrutement dans l'armée. En 2022, il y a eu 900 et plus de faussaires. Oui. Qui a été arrêté? Qui a été mis aux arrêts? Personne. Conséquence, en 2023, on passe de 922 à 1312. Ça veut dire que si vous parlez et que l'impunité continue, vous allez vous retrouver à la totalité des candidats. L'impunité ne peut produire que les effets que nous observons. Et croyez-moi, si on lance le même concours, malgré ce que nous venons, ce à quoi nous venons d'assister, si on lance le concours en 2025-2026, vous aurez 2000 autres faux diplômes. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et il faut que tous ceux qui s'écartent de la norme et de la loi puissent répondre et puissent payer pour ce type d'action. Pour les hommes politiques invités ce dimanche sur cet hebdo, les partis, notamment de l'opposition, ont souvent payé le prix de cette figuration de faussaires et tricheurs dans les rangs de l'armée. Moi, je ne suis pas pour qu'on recrute tout le monde dans l'armée. Parce qu'effectivement, il faut une base minimale, qui est une base intellectuelle, psychologique, qui peut te permettre de discerner. Je me souviens, de façon virale, on a cité tout à l'heure le Sénégal, où les officiers supérieurs et des officiers subalternes, et même ceux qui étaient aux autres, ont refusé de tirer. Oui. Et je me souviens, tout le monde a vu cette vidéo virale où Sonko disait à certains officiers que Macky Sall n'est pas éternel et que je vais vous retrouver. Nous allons vous retrouver. Et on les a retrouvés. Hein. Et il les a retrouvés. Ça. Donc, il faut un minimum de formation. C'est même très dangereux, vous savez. Dans un pays où on a une démocratie dandinante, ces gens d'individus ont parfois des décisions à prendre, parce que c'est eux qu'on envoie dans la rue. C'est-à-dire c'est des gens avec des petits diplômes, mais qui ont des décisions. Vous savez, il y a des pays au Sénégal, par exemple, les gars ont dit on ne tire pas. Et si vous prenez des gens qui n'ont pas de diplôme, minimal, c'est-à-dire les plus petits diplômes, parce que le BPC au Cameroun, ça ne compte même plus. Je ne sais même plus si c'est avec le niveau diplômé que nous avons, est-ce que c'est encore le BPC, le CEP ou le CAP qu'on devait utiliser pour entrer dans l'armée, avec autant de diplômes qu'il y a. Vous savez, on doit réajuster en fonction du niveau d'éducation du pays. Mais si on arrive déjà à faire le faux au niveau du BPC, c'est que le problème est plus profond.
Si pour certains cette situation est le fruit de la corruption, la conséquence la plus visible est la présence d'incompétents à des postes clés, entravant ainsi l'efficacité et la performance de certains services. Pour les hommes politiques, au-delà de ceux qui font le faux, des structures d'authentification et de conformité, il est important que cesse l'impunité. Ne dit-on pas souvent que la peur du gendarme est le début de la sagesse? Alors, voilà donc, Isidore Foucault, une autre thématique. Là, on parle peut-être des diplômes de façon générale, mais il faut quand même dire aussi que dans votre domaine, le permis de conduire est un problème. Oui, c'est un problème. Et pour revenir sur le problème des faux diplômes, en fait, le problème, c'est qu'au Cameroun, on se retrouve que l'État n'est que le seul pourvoyeur d'emploi. Et l'État étant le seul qui recrute, je peux dire, les jeunes se sont livrés dans le faux à la quête de l'emploi. Bon, on va peut-être relativiser parce que le secteur privé emploie aussi. Oui. Mais l'État est le majeur. Oui, l'État est le majeur et le plus gros consommateur d'emploi. Et du coup, à ces temps-ci où les jeunes, beaucoup sont décidés à quitter le pays pour aller vers d'autres cieux, se chercher, notamment le Canada, l'Europe, les États-Unis et autres. Bon, d'autres n'ont pas de possibilités. Je peux dire encore, au lieu de se trouver au quartier à casser des boutiques ou braquer ou agresser, bon, je sais pas, bon, l'État doit trouver des solutions pour vraiment pallier à ce manque d'emploi ou à ces jeunes qui ont besoin de faire quelque chose. L'État doit faire un effort de trouver quelque chose. N'empêche que dans le secteur routier, la question du faux permis de conduire est également un facteur pour ceux qui ne vont pas à l'auto-école, aggravant en matière d'accidents de circulation. Oui, également. Il y a ce côté-là parce que le directeur des transports avait mis sur pied la sécurisation du permis de conduire qui avait été baptisé le permis informatisé. Mais jusqu'à nos jours, il y a des gens qui contournent même le concours d'examen au permis de conduire. Il y a des gens qui composent l'admission au permis de conduire n'étant même pas sur place au pays, mais sont admises et leur permis sort jusqu'à présent. Mais est-ce que fait donc le ministère pour lutter contre cela? Et même pour revenir sur le cas de faux permis dont les conducteurs sont impliqués dans les accidents de la route. Je dis encore, non seulement il y a le faux permis, mais aussi des promoteurs d'auto-école sont de la complicité du faux permis, y compris le ministère des Transports. Parce s'il faut revenir encore bien au ministère des Transports, le ministère des Transports est impliqué dans des documents. Vous avez des éléments pour marteler vos accusations qui me semblent assez graves? Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez les véhicules qu'on appelle l'avancée verso. Oui. Vous avez un véhicule qui sort au port avec une carte grise faite en Europe, avec 7 places assises. Mais posez-vous la question qu'un véhicule qui a 7 places assises, avec 7 ceintures de sécurité, se retrouve en train de rouler sur nos routes avec une carte grise de 8 places. Comment cela se comprend? Vous avez pu les authentifier dans vos... Oui, c'est pas caché. Vous avez la Quaster qui fait le transport en commun. La Quaster est fabriquée par une maison avec les certificats de conformité de 26 places assises, avec 26 ceintures de sécurité. Mais on les retrouve à 30 places, 35 places, carte grise à l'appui. Ce n'est pas une invention. Mais à ce moment, lorsque ce véhicule est impliqué dans un accident de la route et qu'on enregistre 30 morts, comme le cas du 5 août 2018, à Boutourou sur la N4, Yaoundé-Bafoussam, 30 personnes décédées dans un accident, aucun survivant. Mais le ministère des Transports avait ajouté 4 personnes de trop. C'est-à-dire le risque zéro n'existe pas. S'il avait une carte grise de 26 places et qu'il n'avait que 26 personnes à bord, comme fait selon son certificat de conformité, on n'aurait pas eu encore 4 morts de plus. Oui, mais peut-être que le chauffeur ou alors le responsable de l'agence concernée ont fait une surcharge des passagers. La plupart des Toyota Quaster dans nos rues, en majorité, sont à 30 places. Sauf... Il n'en existe pas en sortie d'usine, on ne fabrique pas des Quaster. Sauf ceux peut-être des entreprises
qui respecte, pour le transport du personnel, qui respecte la norme en insistant auprès des ministères de transport de les établir une catégorie de 7 mars n'en fabrique pas de 30 places. C'est ce que vous voulez dire? Ils en fabriquent ce qu'ils appellent les lift packs de 30 places, qui a une dimension aussi avancée que celui de 26 places. Mais celui de 30 places devient 35 places. Ici au Cameroun? Oui, parce que ça fait 5 personnes, 5 sièges de trop qui est rajouté. Celui de 26 places, c'est 4 chaises. On les rajoute ici au Cameroun, pas en sortie d'usine? Il est rajouté au Cameroun, pas en sortie d'usine. Il a un certificat de conformité de 26 places assises avec 26 ceintures de sécurité. C'est le ministère des Transports qui les donne la carte grise de 30 places. À chaque fois, lors d'un séminaire à Yaoundé, j'ai critiqué cela face au directeur de transport. J'ai écopé d'une sanction. Je n'avais plus droit à la parole. Pendant le séminaire? Oui, parce que j'avais critiqué cette méthode de travail. Si nous voulons fonctionner dans un environnement où on doit lutter contre les accidents ne se luttent pas seulement que celui du conducteur et le véhicule. C'est tout le système. C'est également l'ensemble, même les occupants du véhicule, c'est-à-dire le nombre de sièges dans le véhicule. Parce que nous parlions tout à l'heure des infrastructures et des accidents. Il faut toujours pallier que la meilleure infrastructure égale aussi la meilleure façon de conduire pour limiter les accidents. Puisque d'ailleurs, dans les 5 piliers des Nations Unies, on parle bien de l'automobile. Bien sûr. Il faut respecter ce que les concepteurs d'automobiles ont élaboré comme habitacle interne en termes de sièges assises. Il faut respecter ces normes. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une avancée verso de 7 places devient subitement 8 places. Pourtant, il n'y a que 7 ceintures de sécurité à bord, pas plus. J'en connais, ils sont là dans des agences de voyage. Vous y faites un tour, vous verrez bien marqué là 8 places. Sa carte grise, c'est 8 places. Pourtant, c'est un véhicule qui est fait pour transporter 7 personnes uniquement. Vous avez la Quaster également. Tout à l'heure, on en parlait pour les sièges, qui sont des sièges scolaires et non pour sièges pour adultes dans les autobus. C'est autant de choses. Mais que vous disent les pouvoirs publics quand vous les saisissez à ce propos? J'ai écrit plusieurs fois au ministère des Transports. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai saisi le premier ministère. Bon, ça c'est dans le cadre de la formation sur les équipements de la route. Parce que pour revenir, M. Dipita, en 2017 et 2018, c'est-à-dire 2 fois 2 formations, à travers l'association Pyramide que je préside, j'ai eu des financements des partenaires européens pour faire ces formations sur les équipements de sécurité routière, auxquels il y a eu la participation massive des cadres du ministère des Travaux publics et certains du ministère des Transports et d'autres venus de Douala, communauté urbaine de Douala, de Bafsam, et d'autres sont venus du Gabon et ont participé à ce séminaire de formation, de remise à niveau sur les équipements de sécurité routière. C'est-à-dire cette formation consiste de la conception, le choix des équipements, la qualité des équipements, les normes sur les équipements. Et nous avons fait 2 fois ces formations avec le financement des partenaires européens. Mais depuis lors, nous n'avons plus eu de possibilité d'avoir ce type de financement. Cependant, j'ai saisi le ministère des Travaux publics à plusieurs reprises pour continuer à organiser ces formations. Parce que des cadres du ministère, jusqu'à nos jours, en demandent parce qu'ils sont dans le besoin pour leur remise à niveau, pour mieux être outillés à nous faire de bonnes routes. Mais ça ne passe pas. Le ministère vous renvoie la balle, on n'a pas de budget. Budget de combien? Mais on va dépenser 500 milliards, 800 milliards pour faire les routes. Mais on n'arrive pas à débloquer 15 millions pour faire la formation pendant 3 jours pour des cadres du ministère, que ce soit du ministère de l'Habitat, que ce soit du ministère des Travaux publics ou du ministère des Transports.
J'avais d'ailleurs saisi le Premier ministère, auquel j'ai eu cette fois-ci une réponse retour à travers le secrétaire général du Premier ministère, Séraphin Magloire Fouda, qui m'a répondu qu'ils avaient saisi le ministère des Travaux publics de se pencher sur notre dossier. Lettre morte à la suite. L'année dernière, j'ai saisi le président de la République avec lettre à l'appui. Je n'ai pas toujours eu de retour. Que vous demandiez, vous, à ces responsables? Nous demandons l'appui financier pour mener des formations qui vont permettre aux cadres des différents ministères d'être outillés pour mieux implémenter des actions de réhabilitation et de construction de nos routes. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez une route comme le tronçon N3 Douala-Limbé. Il n'y a pas de signalisation. Il n'existe aucun panneau de signalisation, ni horizontal ni vertical. Vous avez des routes où des panneaux sont posés, qui au bout de 2 ans sont rouillés, sont délabrés, ne sont plus visibles de nuit comme de jour. Aucun entretien. Aucun entretien. Et pourtant, on a de la technologie. Les panneaux sont faits pour des durées de vie conséquentes. 10 ans. Pourquoi investir sur des produits de courte durée, de 2 mois, de 3 mois, qui va laisser des gens laisser leur vie sur le carreau? Alors, l'un des éléments qui revient également, également lorsqu'on mène des enquêtes autour des accidents de la circulation, on se rend compte qu'il y a aussi l'utilisation souvent abusive des chauffeurs, la responsabilité humaine, des temps de conduite qui ne sont pas toujours respectés. Quelle est la problématique de fond à ce sujet? La problématique de fond, c'est celui du capitalisme à outrance. C'est-à-dire les patrons d'agence, pour l'appât du gain, comme on dit souvent, utiliser les chauffeurs, les conducteurs à fond. Le ministère des Transports, avec son partenariat pour les caméras installées dans des bus, je pense qu'il y a quelques jours, le directeur des Transports était à Douala lors d'une session pour voir comment étendre les systèmes embarqués de caméras dans tous les types de véhicules de transport, de marchandises, hormis que celui du transport en commun, qui jusqu'ici tarde vraiment à être effectif. Vous savez, ces systèmes de caméras portent des fruits. Elle n'est pas à dénier qu'elle n'apporte pas de fruits, elle porte des fruits. Sauf qu'à la rigueur, il y a des limites sur celui dont vous évoquiez l'utilisation excessive des conducteurs. Parce que ces caméras sont programmées à détecter s'il y a somnolence au volant, les signes de fatigue. Mais cependant, il est programmé pour valider l'acceptation d'un chauffeur au volant s'il n'a pas respecté les 4 heures de repos. Alors 4 heures, c'est très peu pour un conducteur qui va faire 550 km, c'est-à-dire Douala, Yaoundé, Douala. 4 heures de temps, c'est très peu comme repos. Puisqu'après 4 heures, il lui faut refaire le même trajet. D'où on va se retrouver avec des signes de fatigue à la longue. Or, il est recommandé pour tout conducteur, de faire une pause tous les 2 heures, pause de 15 minutes, faire des étirements, faire un peu de marche, parce que pendant que vous êtes assis au volant, pour une longue durée, le sang a tendance à se coaguler dans la jambe. Face à un obstacle, vous aurez l'impression en train de freiner le véhicule. Or, le freinage se passera dans votre tête. Le pied ne se lèvera pas de la pédale parce que le sang est coagulé. C'est pour ça qu'il est recommandé tous les 2 heures. C'est une recommandation de l'OMS. Tous les 2 heures de faire une pause, de faire des marches et des étirements. Alors, cela dit, à partir de là, comment vous,
les associations, du moins avant peut-être d'arriver à votre collaboration, comment sont organisées au niveau des systèmes de contrôle? Vous le décriez tout à l'heure pour dire qu'il n'y avait pas une forme d'harmonie. Ah oui. Comment est-ce que c'est organisé entre les différents acteurs de contrôle autour de la sécurité routière? Bon, au niveau associatif, en ce qui est de la sensibilisation, les sensibilisations se font par association de nos jours. Des années antérieures, avant que la venue du ministre des Transports actuel, il y avait un engouement associatif de mener les travaux de terrain de sensibilisation parce que j'ai participé à quelques-uns avec la fondation Safeway Railway qui regroupe plusieurs entreprises au niveau du pays et qui subventionne des campagnes de sensibilisation périodiques. Mais cela, je ne sais plus si cela existe encore parce que vous savez, pour faire de la sensibilisation, ça demande d'énormes moyens. Ça demande d'énormes moyens. Et pour cela, seul l'État dispose des moyens pour le faire. Mais allez-y voir le budget au ministère. Il y a des budgets réservés pour les campagnes de sensibilisation de proximité. Vous dites quoi, c'est pas consistant? Vous les voyez pas sur le terrain. Okay. Mais lorsque les équipes de prévention routière sortent, comme vous les voyez, les gilets oranges, vous ont-ils déjà interpellé un jour et vous signifiez, M. Dipita Tongo, vous deviez toujours boucler votre ceinture, ou soit vous ne deviez pas conduire sur l'emprise de l'alcool, ou vous expliquez le taux limite d'alcool au Cameroun est de 0,8 grammes. Vous ne devrez pas excéder une bière. Ils ne vous ont jamais interpellé et vous dit, le ministre a d'ailleurs rappelé le 5 dans son communiqué, le 5 juin, que la campagne, c'est pour la lutte contre le chevauchement de la ligne continue, les excès de vitesse, la consommation d'alcool et des stupéfiants, la fatigue, le port de la ceinture. Mais ce n'est pas ça qui est sur le terrain. Sur le terrain, c'est la campagne répressive. Surtout pour ceux qui disposent des radars et lesquels radars ne se placent pas à des endroits réglementaires pour vous flasher. Oui. Quels sont les endroits réglementaires indicatifs? La réglementation indique que le radariste, comme on l'appelle bien, l'opérateur radar, comme on l'appelle bien le photographe, doit se placer 100 mètres après un panneau de signalisation. Parce que le panneau de type B14, où est inscrit soit 50, 60 ou 70. Des limitations de vitesse. Des limitations. Lorsque vous, automobilistes, vous tombez sur le panneau, vous roulez, vous rencontrez le panneau, il faut que vous ayez le temps de décélérer pour ramener le véhicule à la distance, à l'indication inscrite sur le panneau. Et pour cela, pour certains types de vitesse, par exemple 60, il vous faut 50 mètres pour ramener votre véhicule à 60 si vous étiez à une vitesse de 90 km/h ou pour le véhicule de tourisme qui était à 110 km/h. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que ce photographe se met juste 20 mètres après le panneau et il vous flash avant même que vous n'ayez rencontré le panneau. Autre incongruité, lorsqu'un panneau de signalisation posé à un endroit, la prochaine intersection qui suit annule le message énoncé du panneau. Du coup, vous ne pouvez pas être l'opérateur radar, vous vous placez après l'intersection. C'est hors réglementation, parce que l'intersection a déjà annulé la limitation de vitesse inscrite sur le panneau. Même si ce n'était pas la limitation de vitesse, sauf si c'était un panneau interdiction de dépassement et qu'il y a une ligne continue sur la chaussée qui continue à matérialiser l'interdiction de dépasser, vous deviez respecter le code de la route. Mais tous ces éléments-là impliquent la formation de ceux qui sont également chargés de s'assurer du respect des règles. Exactement, cela implique une formation accrue pour que chaque acteur dans son domaine respectif puisse avoir la maîtrise du devoir qui lui est confié. Alors, vous décriez tout à l'heure qu'il y a une forme de collaboration
ou du moins vous êtes de moins en moins associés. Est-ce qu'il s'agit de votre entité ou bien de l'ensemble des acteurs, Maximilien Massénékin par exemple de Sécurité, on le voit bien souvent. Oui, il est très lié à tout ce qui se passe au ministère. Bon, là c'est son côté, mais je regarde plus ce que je fais. Je ne suis pas associé. Mais aujourd'hui, je suis plus impliqué dans ce qui est équipement de sécurité routière, auquel je pousse plus loin pour qu'on puisse respecter ce qui concerne les normes et performances des équipements de sécurité routière. Parce que sans infrastructure performante, la sécurité routière ne pourra pas réduire le nombre de victimes sur nos routes. Ça, c'est clair. Alors, comment y arriver? Il suffit juste que les pouvoirs publics acceptent de respecter et d'appliquer les normes et de faire que les entreprises chargées de réhabiliter ou de construire nos routes respectent les normes inscrites dans les cahiers des clauses techniques et particuliers des ouvrages qui leur sont confiés. Nous aurons de bonnes routes et des infrastructures de qualité. Pour faire simple, quelles sont les normes qui ne sont pas respectées? Par exemple, par les entreprises qui construisent ces routes. Les normes, notamment sur les équipements de sécurité routière, en ce qui concerne les signalisations. D'accord. Que ce soit horizontale ou verticale. Je vais prendre, comment expliquer ça? Vous voyez, un panneau de signalisation est constitué de ce qu'on peut appeler un film rétro-réfléchissant. C'est-à-dire? Il y a les films rétro-réfléchissants de classe 1. Qui ont pour durée de vie 7 ans et doit être remplacé au bout de 8 ans. Vous avez un film rétro-réfléchissant de classe 2 qui a pour durée de vie 10 ans, recommandable à être remplacé au bout de 12 ans. Et vous avez un film rétro-réfléchissant de classe 3 avec pour durée de vie 12 ans, recommandé pour être remplacé au bout de 14 à 15 ans. Et pour les films de classe 3, ils sont recommandés pour être posés en hauteur sur ce qu'on appelle les potences ou les portiques. Comme à l'exemple au pont sur le Vouri, on a des portiques, ou sur l'autoroute Yaoundé-Simalin, il y a des portiques à cet endroit. Maintenant, revenons sur ce qui est sur les routes nationales. Ce sont les panneaux de films classe 2 qui sont recommandés pour être posés sur les panneaux. Parce que la rétro-réflexion des films de classe 2 répond aux critères de performance de lumière mesurée à 180 millicandelux au mètre carré. Ce qui veut dire qu'un panneau, vous savez encore, le panneau en race campagne doit être posé à 1 mètre d'auteur et non à 2 mètres 30 sous panneau. Il est recommandé de poser les panneaux en centre urbain, hauteur 2 mètres 30 sous panneau. Parce qu'avec l'éclairage public urbain, vous allez voir le panneau. Mais par contre, en race campagne, avec le feu de route, si vous mettez juste le feu de croisement, il faut que vous ayez vu le panneau à 50-60 mètres avec vos feux. Parce que la rétro-réflexion du panneau va vous permettre d'interpréter le message, le signal qui est indiqué, pour vous permettre de respecter la signalisation et éviter un drame. Mais cela n'est pas fait. Vous allez trouver des panneaux sur nos routes qui est posé il y a juste à peine 2 ans, qui ne répond plus à aucun critère. Vous avez l'autre critère, celui de la pression du vent, dont les panneaux posés ont pour support rond. Or, avec la pression du vent, vous savez, lorsqu'il fait chaud, le fer se dilate. Et lorsque la chaleur tombe, la dilatation fait changer la forme du fer. Et lorsqu'il y a pression du vent, le panneau change de direction. Vous allez remarquer ça un peu partout dans nous, à travers les routes du pays, pour les panneaux qui sont de support rond. Et pour cela, vous verrez bien que lorsque le panneau a changé de direction, il ne peut plus communiquer avec l'usager de la route. Or, il est recommandé d'utiliser soit les supports rectangulaires ou les supports carrés. Parce qu'avec la pression du vent, ils ne pourront plus changer de position. Donc, la plupart du réseau routier au Cameroun ont des panneaux qui ne sont pas aux normes ni conformes.
S'il faut prendre l'exemple de la route nationale 4, échangeur d'Obala jusqu'à Bafoussam. 3 entreprises ont travaillé sur ce projet. Seule l'une des entreprises a respecté les critères de normes et performances en matière de signalisation verticale. L'entreprise qui a travaillé entre échangeur d'Obala jusqu'à Bafia. Le reste ont posé des panneaux qui ne respectent aucun critère, même sur la forme des panneaux, même sur la forme des signaux. Ça a été biaisé. Et le ministère des Travaux publics a laissé passer. Et pourtant, cette route a été payée à coût de milliards. Et elle est réceptionnée. Et réceptionnée. Parlons d'un peu d'économie. Pour dire que la Caisse de dépôt et de consignation cette semaine, à Yaoundé notamment, a rencontré les responsables d'une entreprise bancaire, d'une banque locale, dans le but de poursuivre ses objectifs, si je peux me redire, notamment récupérer tout l'argent dormant dans les comptes bancaires. Suivez ce reportage. Cette séance de travail entre les responsables de la SEDEC et ceux de la Société Générale du Cameroun est relative au transfert des fonds inscrits dans les livres de la Société Générale du Cameroun, conformément aux dispositions du décret du 1er décembre 2023 fixant les modalités de transfert des fonds et valeurs dévolues à la Caisse des dépôts et consignations. Les deux parties ont conclu que la SGCAM procède au transfert de certains comptes inactifs et avoir en déshérence d'une valeur de 7 921 558 000 francs CFA vers les sous-comptes dédiés à la SEDEC ouverts dans les livres de la SGCAM. La rencontre fait suite à une mise en demeure adressée tout récemment à plusieurs banques. Certaines banques ont connu du retard dans le traitement de l'information, dans la recherche de la bonne information, et nous, on a été obligés de faire des mises en demeure pour que celles-ci puissent réagir. Et Dieu merci, la Société Générale fait partie de ces banques qui ont réagi dans les délais de la mise en demeure qui leur a été adressée. Aussi, SGCAM s'engage à poursuivre les opérations de transfert déjà engagées. Les parties conviennent par ailleurs de préciser dans une convention cadre entre la SEDEC et la SGCAM les modalités d'échange d'informations et de prise en charge des réclamations des clients. Certaines institutions bancaires peinent à suivre le rythme. Et une troisième catégorie qui a inscrit son action malheureusement sous le signe de l'irréversible incivisme. Et là, je pense que c'est quelque chose de déplorable. Parce qu'il faudrait bien qu'on agisse. Agir, c'est-à-dire déployer la batterie de mesures coercitives qui nous sont octroyées par le législateur à travers l'exercice du privilège du Trésor. En outre, la SEDEC se réserve le droit, conformément à ses prérogatives, de commander des audits externes ou procéder à des missions de vérification sur pièce et sur place de l'exhaustivité des fonds ou valeurs détenues afin de s'assurer de la sincérité des transferts. Isidore Fokou, revenons sur le fil conducteur de cette émission. Alors, on observe quand même, il faut le dire, ces campagnes de sensibilisation qui sont organisées. Est-ce qu'on peut, à travers votre expertise, en apprécier l'impact? Est-ce que ces campagnes permettent effectivement d'atteindre les objectifs visés, c'est-à-dire réduire au maximum le nombre de dégâts sur nos routes? Est-ce que telles qu'elles sont organisées, menées, elles respectent une fois encore les normes édictées par les organisations mondiales qui poursuivent le même objectif? Oui, les campagnes menées au Cameroun, les fruits portés sont très limités. Vous savez, si au Cameroun, on dénombre qu'il y a 1000 personnes décédées sur la route, il faut tout de suite comprendre que 50% des décès sont en milieu urbain. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Parce que, d'après les chiffres et au comptage, les chiffres sont toujours biaisés. Monsieur Dipita, juste au pied de votre immeuble, une personne, un mototaximan peut décéder et il n'est pas compté. Et ça passe inaperçu. Mais est-ce que la cause est forcément d'accidents de la route? Et c'est comme ça à travers les différentes rues de nos villes. 10 personnes décèdent au Cameroun chaque jour.
et 6 le sont en ville. Mais ça passe toujours inaperçu. Vous avez l'entrée est de Douala, qui chaque jour, il y a au moins une personne qui décède là. Mais ça passe toujours inaperçu. Vous avez l'entrée ouest, pareil. Une personne décède là, et ça passe pareil. Vous allez à Yaoundé, c'est le même cas, une personne décède et ça passe pareil. Vous savez, le ministère des Transports au Cameroun aime la guerre des chiffres. Si on dit qu'il y a un accident où il y a impliqué, où il y a 10 morts, c'est d'où vous allez voir tous les tambours battants dans les médias. Alors il faut faire, il faut. Mais lorsqu'une personne décède, rien n'est fait. Monsieur Dipita, une personne qui décède sur la route, c'est un mort de trop. Bien sûr. Ça dépasse tout ce qu'on peut faire pour battre campagne pour 20 morts. Parce qu'un individu coûte cher au contribuable. Ce n'est pas 20 qui coûtera plus cher. Une seule personne déjà coûte cher. Et une personne qui décède, c'est un mort de trop. Pour revenir sur l'infrastructure dont nous parlions il y a un instant, en ce qui concernait la signalisation verticale, je voulais revenir sur la signalisation horizontale. Donc, lorsque vous êtes au volant, de nuit, la visibilité, vous deviez voir le marquage au sol sur 30 mètres, si elle existe. Parce que le marquage est fait avec des microbilles de verre, qui, la réflexion a pour taux de 180 millicandelux au mètre carré. Ça veut dire avec la projection des phares, elle vous renvoie de la lumière. Et lorsque vous êtes sur une route, comme la Nationale 5, où il y a des nids de poules partout, où il n'y a pas de marquage, et de nuit, pas tant de pluie, vous avez du mal à circuler. Vous commencez à chercher la route. C'est pour cela qu'il est dans l'urgence de matérialiser les routes régulièrement chaque année. Et pour cela, pour ne pas se retrouver chaque année à faire du marquage horizontal, il faut opter pour le thermoplastique. Le thermoplastique, c'est un marquage spécial à chaud qui dure minimum sur la route 4 ans de vie. Sur le goudron? Oui, 4 ans de vie. Avec ça, ça va permettre également de réduire les accidents de nuit. Vous savez, une source de la gendarmerie dénonce bien que 54% des accidents au Cameroun ont lieu la nuit. Parce que de nuit, il y a également, c'est vrai que la nuit, le trafic diminue, mais elle est plus risquée. Elle est plus risquée. De la visibilité qui n'est non pas. Seulement à cause de la visibilité, mais également aussi les problèmes de vue. Des conducteurs? Oui. Beaucoup sont... Dans un ensemble, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue. Mais cependant, 90% des conducteurs au Cameroun ont un problème de vue. Ceci a été un test fait par le ministère des Transports en 2015. J'ai eu envie de vous demander quelles sont vos sources statistiques. Vous m'inquiétez. Bon, je mets mes lunettes, je présume que je suis à l'abri. Mais... Ceci a été un test fait par le ministère des Transports en 2015 avec une ONG, je pense, une ONG basée en France qui est venue au Cameroun pour faire ce test de vue à 1000 conducteurs, dont les résultats s'est avéré que 90% des conducteurs avaient un problème de vue. Or, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue. Vous voyez donc qu'il y a un problème également, d'où on peut enregistrer les accidents. C'est d'ailleurs le pourquoi j'ai écrit récemment au ministre des Transports d'exiger l'utilisation des feux de croisement le jour. Parce que lorsque vos feux sont allumés, ça vous permet d'être vu de distance. Et également, l'usager de face qui a utilisé les feux, vous le voyez de distance et vous prenez des dispositions si vous vouliez faire un dépassement. C'est également une méthode pour baisser les drames sur nos routes. Oui, vous parliez des chiffres. Vous me laissez sans voix. Vous parliez des chiffres. J'ai évoqué les nombres de kilomètres de route. C'est des sources du ministère des Travaux publics. Nous avons 108 kilomètres d'autoroute. Le réseau routier national, c'est 121 788 km de route. Et nous avons 5800 routes nationales bitumées. Ce sont des chiffres
du ministère des Travaux publics. Donc vous voyez. À partir de là, s'il faut dégager les responsabilités des différents acteurs, oui, que ce soit sur la base de votre statistique, mais sur la base des faits notamment, quand intervient un accident de la route, quelles sont les parts de responsabilité? Qui sont responsables? Les responsabilités sont partagées, mais le partage de responsabilité ne revient que celui du facteur humain, qui est de 70%. Je vous ai dit un instant, vous ne pouvez pas être usager de la route. Vous saviez bien que la nationale 5 est en état de délabrement. À des nids de poules partout. Et vous faites de la vitesse. Et vous tombez dans des nids de poules, vous avez double crevaison. Vous saviez bien que la route n'est pas bonne, il fallait adapter sa vitesse aux conditions de la route. Le second responsable, c'est l'ingénieur de l'État, qui est chargé de l'entretien périodique de cette route. Vous savez, si on fait un entretien périodique, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre longtemps que le nid de poule s'agrandisse afin de venir faire du, je ne sais pas, saupoudrage, du bitume avec quelques gravés autres. C'est que lorsqu'il y a déjà une fissure, il faut chercher à corriger. Lorsque le torrent a ramené de la terre sur la route, il faut déjà chercher à dégager. Lorsque les buissons, les arbres ont couvert le panneau de signalisation, il faut déjà faire le cantonnage. C'est ça la responsabilité des pouvoirs étatiques, qui est notamment la direction de la protection du patrimoine routier. Avec le fonds routier, tous appartiennent au ministère des Travaux publics. L'autre pan d'entretien appartient également aux communes qui sont traversées par ces routes. La N3 traverse Douala, c'est-à-dire de la Djibamba jusqu'à Bekoko, c'est la ville de Douala. Alors, nous n'allons pas dire que lorsqu'il y a un nid de poule, le maire de la ville ne va pas faire quelque chose parce qu'il attend Yaoundé. Le cas de Souza, au marché de Souza, le maire de Souza aurait pu faire quelque chose, pas attendre Yaoundé, parce que c'est dans sa ville. C'est l'unique route qui traverse sa ville. Est-ce que l'intervention n'est pas codifiée? Je veux dire que, est-ce que si lui il intervient, on ne va pas lui taper sur les doigts? Non, ils ont, toutes les communes ont des accords avec le ministère des Travaux publics. D'ailleurs, récent, le ministère des Travaux publics est en train d'allouer des financements aux différentes communes du pays pour l'entretien du réseau dans leurs zones de collectivité. Donc on ne peut pas dire qu'une commune ne fait rien sur la route parce qu'on attend Yaoundé. Il faut déjà faire quelque chose. Parce que cette route dessert également la même ville. On peut dire plus loin, bon là on va attendre le ministère, mais déjà en plein cœur de la ville, il faut faire quelque chose, pas attendre Yaoundé. Voir le pont sur le Vouri qui est abandonné, tous les panneaux de signalisation ont disparu, les herbes ont poussé partout. Est-ce qu'il faut toujours attendre Yaoundé pour le faire? Même la ville de Douala peut faire quelque chose en ce qui est même de l'éclairage de ce pont. Pas toujours attendre Yaoundé. Oui. Alors, et vous, quelle est la place que vous occupez, je veux dire, des acteurs non étatiques? Oui. Comment est-ce que vous moulez dans cette organisation, dans cette structuration-là? En termes de structuration, notre association participe de sa manière à l'édifice de la sensibilisation à la sécurité routière. Notre association, à travers ma personne, à travers cette invitation que vous m'avez offerte, d'édifier le public à ce qu'elles prennent conscience du danger qui leur guette sur la route. Voilà notre place que nous occupons, en allant également dans les médias. Hormis que nous n'avons pas assez de moyens pour faire le terrain, pour pousser plus loin, nous faisons également des courriers au ministère, même comme on n'a toujours pas de retour. Mais les médias nous donnent la parole d'édifier plus le public à mieux se comporter sur nos différentes routes. J'insiste toujours plus là-dessus parce que nos routes sont en mauvais état. Il faut que nos automobilistes adaptent leur manière de conduire suivant les conditions et l'état de la route. Ça ne sert à rien de faire la vitesse et après dire on a eu double crevaison. Pourtant on savait d'avance que cette route n'est pas en bon état. Alors un peu de sport pour parler de l'athlétisme. Bon, nous sommes pratiquement en sortie d'émission. Pour dire que le Cameroun abrite du moins
jusqu'au 26 juin les championnats d'Afrique d'athlétisme qui rentrent dans l'avant-veille ou dans la veille des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris. Quelques dégâts tout au moins ont été constatés et observés au début de la compétition. Des manquements qui progressivement ont néanmoins trouvé solution. Cela dit, sur le plan de la compétition en elle-même, suivons cet élément de Oni Ladonette. Vibrant Japoma Stadium in Douala, Cameroon is currently pulsating to the rhythm of the 23rd edition of the African Athletics Championship. This biennial event, hosted by Cameroon for the second time, kicked off this Friday morning with athletes from 49 countries competing across various disciplines. The stadium's track is alive with action, featuring events like the 200-meter run, long jump, shot put, discus throw, just to name a few. In the 200-meter run, Cameroon's Emmanuel Eseme secured victory in his group. He now faces formidable opponents, including Botswana's Letsil Tebogo, the silver medalist at the 2023 World Championship. Just to come here and execute everything that you have been doing on training. So, for me, it's a walk on the park. It's gonna be a good race. If they're gonna put us together, but if it doesn't, there's also the final. So, we'll see what to do about it. Despite the challenges faced by some Cameroonian athletes, they remain determined to excel in their respective disciplines. Bon, après moi, ils étaient plus rapides que moi. Et je crois que j'ai donné le meilleur de moi. Et ça n'a pas marché. L'objectif, les relais et les courses, les relais que j'attends pour faire la finale du 4x4 Miss. Un peu de joie et aussi un peu déçu, mais vu que rien n'est joué, on attend encore les résultats du groupe B pour savoir si on sera qualifié pour la finale. Chess Will Johnson, a two-time African Championship silver medalist, had a promising start and aims to reach the finals. We're not used to having that conditions much in South Africa, but today was a good day for me. I got 2 jumps in and I felt like that would take me to the final, so it was good today, yes. There's anything can happen with long jump. I might foul out, but there are 3 guys that definitely can jump 8 meters that I know, but I'm here to win it, so they better bring the A game as well. However, not all is smooth sailing. Some athletes have expressed grievances about the organization, highlighting areas for improvement. My composure and, do what I do. My top end took care of the rest, so I'm happy with what I did, but they gotta do better with the gun. Like, this is a big meet. They gotta do better with the gun. Gun, like, I couldn't hear nothing. What line are you on? 5th. Excuse me, yes, definitely did. I could have possibly ran the mini mile with a good start, but like I said, I couldn't hear the gun. But as you can see, I finished well, so I'm okay with that. We'll see about the final because there's a lot of this organized stuff. So maybe I'm not going to run, maybe I'll run because you do warm up, you stay 1 hour to be cold. But we know that time is money on athletics. You can do warm up, sit, and then be cold. And then you get to run. That's why I didn't even run because it's looking at the Olympics. I'm not looking at the Africa Games. You should at least I don't know if to call the association president to come up and help the athletes. They should be right on time because they told you I was gonna start the race at the first call is at 28 past 3, and then we're called at to 4, which gives us less time to prepare for the semi-final. So if that doesn't be fixed, then I'm sorry, I'll have to step back. The championship continues over the next 4 days, promising thrilling performances and memorable moments. Avant de mettre un terme à cette émission, restons avec la régie, Eric Gando, pour parler du retour au pays du vice-amiral Guillaume Gwangali, du moins, pour ce qui est le palais dépouille. C'était vendredi dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le vice-amiral décédé le 7 juin dernier a donc reçu un hommage dès son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On peut le voir sur ces images, hommage
évidemment menée par le ministre des Relations extérieures, du moins tout un parterre des membres du gouvernement, en tête desquels du ministre de la Défense et quelques autres membres accompagner ce retour. On va peut-être suivre ce reportage de Olivier Bouzika Yaoundé. Nation, aux responsables des forces armées sont réunis pour accueillir la dépouille du vice-amiral Guillaume Gwangali qui vient de France. C'est à l'Hexagone que l'inspecteur général de l'armée camerounaise avait été évacué pour des raisons de santé. Il y a bénéficié d'une prise en charge à l'hôpital Ambroise Paré-Edman de Paris jusqu'à son décès le 7 juin 2024. Le natif de Bikui, dans le département de l'Océan, région du Sud, range son âme à l'âge de 85 ans. Un repos mérité pour l'un des hauts gradés de l'armée camerounaise ayant un CV et des faits d'armes qui parlent pour lui. C'est en 1961 que le vice-amiral Guillaume Gwangali, ancien élève du lycée général Leclerc, intègre l'école militaire interarmée en tant qu'élève officier. Entre 1961 et 1988, il enchaîne une série de formations professionnelles qui le conduisent, notamment en France où il obtient plusieurs diplômes dont le brevet parachutiste, le brevet de l'École supérieure des guerres interarmées de Paris SJ, section marine. Des formations de haut niveau qui lui ont permis de bénéficier à plusieurs reprises de la confiance du chef des forces armées. Paul Biala, promu au grade de vice-amiral le 25 septembre 2001. Chef d'état-major de la Marine nationale, mais bien avant, il a été le premier commandant de l'opération interarmée Delta à Bakassi, conflit Nigeria-Cameroun entre 1994 et 1995. Inspecteur général des armées depuis 2011, il était un conférencier infatigable qui a partagé sa riche expérience à plusieurs écoles militaires des pays d'Afrique au cours des conférences, séminaires et autres colloques de renommée. Ce 20 juin, à l'aéroport international d'Insimalène, l'ambiance est lourde. Famille et connaissances attristées suite au départ de ce patriarche qui a servi sa nation avec honneur et fidélité jusqu'à son dernier souffle. En santé, l'hôpital La Quintini tend à se rapprocher des personnes, ou du moins des patients qui en ont besoin, à travers le service du SAMU, désormais disponible dans la ville. Le service du SAMU, désormais disponible dans la ville, c'est un dispositif mis en place depuis cette semaine. Suivez ce reportage. Initiated by the Ministry of Public Health, which has kicked off today at the Lac Anthony Hospital in Douala. The ambulances, which dispose of mobile health clinics to serve in the transportation of patients to the nearest health facilities, have been deployed to the 4 different stations in the city of Douala. Le projet SAMU est un projet porté par le ministère de la Santé publique sur haute instruction du chef de l'État Paul Biya, et l'hôpital La Quintini est pour le moment la plateforme de mise en œuvre effective de ce projet SAMU qui consiste véritablement à transporter les malades, les patients, les accidentés du point où ils se trouvent vers les formations sanitaires publiques ou vers l'hôpital La Quintini de Douala qui a un plateau technique adéquat, propice pour recevoir tout type de pathologie. Il est donc question depuis ce matin de voir disposer à travers la ville de Douala dans 4 points précisément, au palais d'Ika Akwa, au niveau de la sous-préfecture de Bonamoussadi à Koto, au niveau de SCR Maya à Bonaberi, sans publicité, mais également au lieu dit gendarmerie Borne 10, c'est toujours à Douala du côté du village. Il y a des ambulances médicalisées, bref, des petites cliniques mobiles qui sont mises dans ces ambulances-là et qui sont disposées pour transporter les patients, quelle que soit la situation dans laquelle ces patients se trouvent, vers les formations sanitaires. However, for the population to get in contact with these emergency medical assistance services, there are numbers to be contacted and provide useful and adequate information to the team to be able to get to you on time. Je rappelle qu'il y a des numéros courts qui ont été mis à la disposition pour justement joindre le SAMU. Il y a le 110 qui est logé
à la délégation régionale de la santé publique pour le littoral à Bonanjo et le 119 qui est logé à l'hôpital La Quintini. Et une fois que vous avez composé ce numéro-là, ou encore les numéros longs d'un opérateur de la place, ces numéros sont disponibles sur la plateforme de l'hôpital La Quintini de Facebook. Ces numéros-là vous permettent donc d'être en communication avec les opérateurs du SAMU qui vous diront ce qu'il faut faire, l'évaluation téléphonique qui sera faite, mais également l'évaluation physique des personnels du SAMU une fois arrivés. Autant sur ce plateau, pour conclure, vous terminer avec vous, peut-être en un mot, vous avez fait un peu un état des lieux de ce qui est pour la sécurité routière, avec tous les dégâts que ça compte. Si vous avez quelques recommandations, quelques propositions de solutions à donner, peut-être en un mot, pour vraiment finir cette émission. Oui, l'une des solutions pour pallier vraiment au niveau de sécurité, c'est celui des infrastructures de qualité qui respectent les normes. D'accord. Pour sauver des vies, il nous faut des routes performantes et conformes. Et en plus, j'interpelle les automobilistes de respecter la vitesse et d'adapter leur vitesse aux conditions et à l'état de la route. Merci à vous, Isidore Kaefekou. Je rappelle que vous êtes expert sur les questions de sécurité routière. Merci, M. Dipita, pour l'invitation. Vous avez écrit un ouvrage, moi ou plusieurs, à ce propos-là, pour apporter votre contribution. Oui, tout à fait. Pour davantage limiter les morts sur nos routes. Merci à vous, Madame et Messieurs, d'avoir regardé Face à l'actu ce dimanche. Demain, ce lundi, d'avance, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.